discuter. Je vais me joindre à vous, messieurs. Donc déjà, bonsoir à tous les deux. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir. Et donc on va essayer d'aborder deux thématiques ensemble, à savoir les politiques de jeunesse et d'inclusion et de médiation numérique et les stratégies de rayonnement territorial. Et on va commencer justement comme, sur la question, comme je disais, des politiques de jeunesse. À savoir peut-être je vais commencer avec vous deux, mais je vais me tourner vers vous, Michel. De manière générale, au sein de Grand Paris Sud, comment est-ce que vous avez imaginé que l'e-sport pouvait être un levier d'engagement pour les jeunesses sur votre territoire? Comment est-ce que c'est venu et comment est-ce que vous avez imaginé des politiques locales pour aller toucher les jeunesses de votre territoire? Quelles sont les différentes initiatives qui ont été menées et comment est-ce que vous les avez déployées sur le terrain? C'est une question large et je me tournerai ensuite vers Lucas. D'abord en écoutant ces influenceurs locaux. Voilà, et Nicolas en fait partie, mais il y en a d'autres dans la salle. Je crois qu'il faut être à l'écoute, il faut tout simplement être à l'écoute, entendre les choses et puis être capable ensuite évidemment d'une certaine manière de les conclure. Ça s'appuie sur d'abord une conviction et une priorité. La conviction, c'est que le fait numérique est un fait qui est aujourd'hui incontournable dans notre pays. Et la manière dont je le traduis, c'est la puissance publique est d'abord là pour s'occuper de ce que l'on appelle les biens communs, les biens essentiels. Quand on parle de biens communs, on parle de l'eau, on parle de l'énergie, on parle du sol. Eh bien nous, on en rajoute un quatrième, on rajoute le numérique. Parce que le numérique est dans nos vies quotidiennes, dans nos vies professionnelles, dans la vie de nos collectivités. C'est utile pour la santé, c'est utile pour l'industrie. Donc c'est utile, je dirais, tout simplement pour la société. Et nous souhaitons que notre pays, notre région, ça a été dit tout à l'heure et ça a été très bien dit, soit évidemment non pas en termes d'accompagnement ou d'adaptation numérique, mais d'être acteur de ce fait numérique. Et donc nous l'utilisons à la fois en termes de formation, mais nous l'utilisons aussi pour identifier des fuites d'eau, pour les ordures ménagères, bref, l'intelligence artificielle, pour ne citer que celle-là, elle est partout. Et puis, nous avons, au-delà de cette conviction, une priorité. La priorité, c'est la jeunesse. Voilà, parce que nous sommes sur un territoire qui est un territoire populaire et sur lequel la jeunesse est très présente, est en attente, et c'est une jeunesse qui est... Le territoire de Grand Paris Sud a 19 quartiers en politique de la ville et 8 quartiers en rénovation urbaine. Ce qui veut dire qu'on est sur un territoire très populaire. Et territoire très populaire, ça veut dire une chose, ça veut dire des fragilités, mais ça veut dire une capacité d'innovation qui est absolument extraordinaire. Donc comment on fait pour nous réveiller cette capacité d'innovation pour que les jeunes, évidemment, s'emparent d'un sujet pour en faire ensuite, à travers une passion, un métier peut-être, en tous les cas, développent de l'entreprise, développent de la formation. Et pour ça, nous avons monté une politique publique, qui est là pour accompagner. Si la région Île-de-France est la première région à s'être emparée du sujet, et moi je les en remercie parce que ça veut dire que tout ce qui est innovation, ça a été très bien dit, innovation technologique, innovation sociale, formation et donc retombée économique à travers ce qui est fait est absolument essentiel et évidemment on souhaite en bénéficier à l'échelle de l'ensemble du territoire. À l'échelle de l'agglomération Grand Paris Sud, donc une stratégie en direction des jeunes. 3 volets sur cette stratégie. La première, qui est peut-être la plus importante. Nous vivons dans une période où il y a d'énormes mutations de société extrêmement importantes qui sont liées aux phénomènes géopolitiques, qui sont faits au réchauffement climatique, à la déconstruction du patriarcat, au vieillissement des populations, à la révolution numérique, je l'ai évoqué. Tout ça fait que nous sommes dans un monde qui est un monde d'une certaine manière un peu... d'inquiétude, enfin, qui peut générer de l'inquiétude et qui génère aussi de l'enthousiasme. Et dans un monde qui est complexe, eh bien, nous avons beaucoup de réactions politiques qui sont simples, je dirais même simplistes. C'est-à-dire face à un événement, eh bien, on a tendance à dire qu'il faut répondre par l'ordre et par l'interdiction. En matière de numérique, c'est eh bien, les jeux, c'est interdit, les smartphones, c'est interdit avant tel âge. Nous pensons certainement qu'il faut un peu d'interdiction, que la réponse ne passe pas par l'interdiction, parce que c'est la réponse simple qu'on a envie d'entendre, mais ça ne marche pas. Ça passe par l'éducation. Et c'est donc le premier volet que nous portons. Et nous avons développé, grâce à de brillants enseignants-chercheurs, Nicolas en fait partie, une politique publique que l'on appelle du savoir y jouer. On parle du savoir rouler quand il s'agit d'apprendre à faire du vélo, du savoir nager quand il s'apprend à ne pas se noyer. Et bien là, nous avons donc inventé ce savoir y jouer qui s'adresse à un public
plus large, mais enfin en tous les cas celui que nous ciblons en première partie, ce sont les CM1 et les CM2, donc un public très jeune sur lequel on souhaite apprendre à avoir une utilisation raisonnée du jeu, du gaming et donc du e-sport. Une utilisation raisonnée, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement à en apprendre les risques, c'est-à-dire être capable de faire de la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est le gaming et le e-sport, c'est un réseau social, donc potentiellement il y a des risques de harcèlement, il faut effectivement prévenir cela. C'est aussi un risque de surpoids, on peut le dire ainsi, en tous les cas c'est ce que craignent les parents, même si les études ne disent absolument pas ça. En tous les cas ce risque est là, c'est un risque de repli sur soi, donc il nous faut évidemment prévenir à la fois en promouvant des actions à la fois de sport, des actions d'alimentation saine, parce que ça c'est aussi important, et puis de pause. On s'arrête au bout d'une heure, on s'arrête au bout de 2 heures, on ne fait pas que cela de sa journée. Donc ça c'est l'aspect prévention. Et on développe aussi l'aspect qui est aussi important, l'aspect valorisation des compétences que l'on acquiert quand on joue aux jeux vidéo, qui ne sont pas des compétences qu'on apprend à l'école, parce qu'à l'école, on est dans des logiques qui sont des logiques inductives, et là, on est dans des logiques déductives, c'est-à-dire personne ne lit la notice d'un jeu, mais tout le monde apprend par l'échec, voilà. Et c'est une autre manière que d'apprendre, et à travers cette manière-là, eh bien, on a à la fois des réflexes complémentaires de ce que l'on acquiert à l'éducation nationale, on apprend aussi à avoir des stratégies collectives, à avoir une réactivité, je vais dire, de tous les instants, et puis, évidemment, quelques éléments aussi en termes d'agilité de l'œil, mais d'agilité des mains. Bref, des compétences qui sont utiles au jeu, assurément, mais enfin utiles dans la vie de tous les jours, et des compétences qui sont valorisables à l'échelle des entreprises pour ensuite, effectivement, avoir tout simplement le métier que l'on souhaite. Bref, donc on développe cette politique publique du savoir y jouer. L'éducation, c'est bien, à condition, évidemment, d'embarquer les parents. Et c'est pour ça que le deuxième volet de notre politique publique, c'est de créer des lieux ressources, des lieux collectifs, qui permettent à des jeunes de jouer ensemble, tout simplement, même s'ils jouent en réseau, ils peuvent jouer les uns à côté des autres, et puis surtout d'accueillir tout type de génération, d'accueillir des parents de manière à démystifier ce que, évidemment, quand on passe à 23 heures dans la chambre d'un ado et qu'on le regarde encore jouer alors qu'on aimerait qu'il soit au lit, à un jeu dont on ne comprend pas mais qu'on pressent qu'il peut être très violent, eh bien tout ça inquiète légitimement, donc il nous faut effectivement apaiser la relation, et la manière d'apaiser la relation, c'est d'avoir des lieux qui soient des lieux collectifs. L'éducation, c'est bien, les lieux collectifs, c'est encore mieux, mais ça ne suffit pas. Il nous faut rajouter un troisième étage. Ce troisième étage, de manière à donner envie à nos jeunes, c'est ce qu'on appelle, nous, la lumière. Donner une lumière, parce qu'on sait qu'on a besoin, nous, êtres humains, de se dépasser, de se transcender, c'est notre moteur, c'est de cette manière-là dont on fonctionne. Les jeunes, bien évidemment, tout autant, et donc ils ont besoin d'éducation, mais ils ont besoin de lumière, d'être attirés par quelque chose, et sur notre territoire, on a la chance d'avoir, un des influenceurs qui est à l'origine de la Carmine Corp, qui s'appelle Kameto, et donc nous avons fait en sorte, puisque à ce moment-là nous livrions une arène qui était disponible mais qui n'était pas numérisée, donc nous l'avons numérisée à travers plein de partenaires, dont Orange, ils m'en voudraient si je ne les citais pas, donc je les cite, qui nous a permis d'avoir non pas une arène mais une e-arène qui permet d'accueillir tout type de spectacles, mais notamment évidemment des spectacles de e-sport. Et ces spectacles de e-sport, nous avons voulu leur donner du contenu et donner, je dirais, un coup de pouce au e-sport en donnant un stade à la Carmine Corp. C'est la première fois en Europe, ça existe en Corée, ça existe en Chine, ça n'existe pas en France ni en Europe, où une équipe professionnelle a maintenant son stade, comme l'OM a son stade Vélodrome, même si nous sommes sur Paris. Et ça c'était important à la fois pour la Carmine Corp, et c'est évidemment très important pour nous, parce qu'au-delà de leur donner un stade, on amène sur notre territoire une lumière, et on dit à des jeunes tout simplement, à la fois éducation, à la fois rapprochement intergénérationnel, notamment avec les parents, mais aussi porter votre niveau de jeu, élever votre niveau de jeu, élever votre niveau d'ambition, aller au bout de vos rêves. La preuve, c'est que la Carmine l'a fait. Voilà, donc 3 enjeux, 3 niveaux à cette politique publique que nous développons maintenant depuis quelques années et qui fonctionne. Et je dois dire que sur le premier étage qui est le plus important, celui du savoir y jouer, après quelques mois
j'allais dire, d'échange avec l'éducation nationale. L'éducation nationale est maintenant partie prenante et tout ça va être intégré évidemment dans les programmes. Donc c'est une belle réussite. Ce que l'on souhaite tout simplement, c'est non pas encore une fois accompagner le fait numérique, mais être acteur du fait numérique. Merci beaucoup Michel. C'est une stratégie qui est donc qu'on pourrait qualifier de 360 degrés, en tout cas très ambitieuse et à différents étages, et c'est particulièrement inspirant. De votre côté, Lucas, à la ville de Nice, comment est-ce que vous articulez finalement ces politiques jeunesse que vous pouvez avoir avec les enjeux du numérique et les enjeux de l'e-sport? Est-ce que vous avez des points communs avec ce qui est fait sur Grand Paris Sud? Est-ce que vous avez au contraire, j'ai envie de dire, des spécificités locales? Expliquez-nous un petit peu. Bien sûr, tout d'abord, comme l'a dit mon collègue, le constat de base qu'on a fait, c'est d'abord un constat de conviction. On part du principe que l'e-sport n'est pas un phénomène basique, n'est pas un phénomène de niche, mais un vrai phénomène qu'on doit accompagner. Donc on a fait le choix avec le maire de prendre ce train en marche et de l'accompagner pleinement. Nous, on a fait le choix autour d'une stratégie très simple, un triptyque. Le premier point, l'événementiel, comme vous l'avez dit. Le deuxième point, au travers du social. Et on le débattra un peu plus en détail sur ce billet-là, puisque je crois que c'est tout le sens de notre débat. Et le troisième point sur un environnement local qui était déjà riche, qu'on voulait accompagner. Donc on a souhaité donner cette écoute institutionnelle à ce monde-là, qui était déjà présent, leur dire qu'on était à leur écoute et qu'on voulait les accompagner. Sur le plan social, on a fait le choix de s'appuyer sur des acteurs déjà locaux présents, mais aussi sur des partenaires. On a notamment développé avec France Travail une initiative qui a été plutôt très positive. C'est d'organiser un stade vers l'emploi façon e-sport, où on avait des jeunes qui étaient en recherche d'emploi, qui rencontraient au travers d'une partie de jeux vidéo des gens qui cherchaient justement à embaucher des jeunes dans leur métier, qui avaient du mal à rechercher ces jeunes talents-là. Et finalement, au travers de cette partie et au travers de cet échange-là, on cassait un peu les codes. Ça a permis aux gens de se libérer et au final, à la fin de cette journée, on a des gens qui sont repartis avec des numéros de téléphone, d'adresse mail et la volonté de recruter des candidats sur des facteurs qui étaient autres que des facteurs, on va dire, conventionnels, mais sur du soft skill par exemple, sur la manière dont la personne avait à réagir au travers d'une partie de vidéo. Donc on a démontré que c'était possible et ce public-là, c'était un public peut-être qui était déjà jeune, mais un public qui était sorti du chemin, ou en tout cas d'essayer de retrouver un emploi. Donc on était très contents de ces premières initiatives. On en a bien d'autres. On a développé aussi avec une association sur Nice un déplacement pour créer du lien intergénérationnel avec les maisons de retraite. Et en fait, on s'est rendu compte, la recherche sur le Cheuzet est très, très claire et assez simple. C'est que pour nos personnes âgées, le simple fait d'avoir une activité e-sport, de se lever, de viser, d'avoir du mouvement, d'avoir ce lien intergénérationnel avec l'association qui venait, on avait des bienfaits à la fois psychomoteurs, à la fois sur la santé et à la fois sur la mécanique du corps humain. Donc toutes ces initiatives-là, on a voulu les accompagner, on a voulu les développer pour donner cette dimension sociale, donc sur le plan insertion professionnelle, sur le plan social avec nos aînés et nos jeunes, mais aussi sur plein d'autres initiatives qu'on a souhaité accompagner et dont on continue encore à développer jour après jour sur notre territoire, cette volonté de développement de projets. Donc on est très content et finalement les résultats sont là. L'e-sport, comme on le disait, est un secteur qui est en pleine expansion. On a la chance en France, mais localement, d'avoir une communauté qui est très présente. Dans le monde entier, on est tous d'accord pour dire qu'on a la plus belle communauté française et locale de supporters et de gens qui sont vraiment passionnés par ce biais-là. Et on a fait le choix aussi de s'accompagner à Nice de partenaires plus nationaux comme France e-sport qui nous aident au quotidien aussi à développer cette stratégie, à développer cette politique-là pour continuer justement à accompagner ces acteurs-là locaux parce qu'on a la chance d'avoir un tissu associatif qui est très présent sur notre territoire, un tissu associatif qu'on a souhaité accompagner, qu'on a souhaité développer sur plusieurs billets. Le premier, c'est essayer de faire émerger des nouveaux talents parce qu'on a la chance, nous, dans notre territoire, d'avoir de beaux talents et je pense à Wawa qui est champion Evo, je pense à Clément Desplanches qui a été élu sportif de l'année par le journal L'équipe, qui est niçois, mais à bien d'autres, je pense aussi à Loch Ness. Donc notre volonté, c'est vraiment d'accompagner ces talents, de les garder sur le territoire et d'essayer un peu de faire rayonner notre ville au travers de leurs compétitions qu'ils vont pouvoir effectuer tout au long de l'année. Mais aussi sur le volet des associations, ce qu'on a souhaité faire, c'est de créer cette passerelle entre le milieu du sport et du e-sport. Donc on a des associations qui étaient déjà présentes dans le milieu du sport,
qui proposaient de nombreuses activités sportives. Ils ont créé des sections e-sport et en fait par le e-sport, ils ont permis aussi de créer ce pont-là, ce lien entre des jeunes qui ne s'intéressaient pas du tout au sport, mais finalement par le e-sport, ils se sont intéressés à des activités sportives comme la piscine, le rugby, etc. Et ça permet de créer cette relation qui est vraiment essentielle et qui est vraiment importante entre les deux pour permettre de continuer à développer ces ponts-là qui, me semble-t-il, sont très importants pour un territoire, pour notre jeunesse, pour leur permettre finalement d'avoir dans un esprit sain un corps sain, le fameux adage. Donc voilà, on se bat en tout cas maintenant avec nos armes, on a cette volonté politique, le maire a souhaité vraiment lancer une belle dynamique sur le sujet. Sur la partie événementielle aussi, on a eu la chance d'accueillir très dernièrement l'Evo. C'est une vraie chance pour notre territoire. Après Tokyo et Vegas, Nice a eu la chance de pouvoir accueillir cette formidable première édition en Europe. On a battu tous les records en plus. On a près de 93 nationalités qui sont venues. Et je veux aussi remercier Désiré qui a eu un rôle vraiment important dans cette partie-là pour attirer vraiment de nombreuses nationalités venues de tous les continents, avec Bertrand Amar aussi et Webedia qui nous ont vraiment accompagnés. C'est un travail vraiment d'équipe qu'on a su mener pour cette réussite-là. Et on a eu la chance d'accueillir cet événement, d'avoir un nombre de participants vraiment record, je le redis, mais on a surtout la chance de pouvoir accueillir encore une fois cet événement l'année prochaine à Nice. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir accueillir ce genre d'événement. On a par ce biais de cette politique événementielle d'autres événements bien sûr qu'on a pu accueillir, je pense au LFL Day, mais on en a d'autres aussi sur la table avec qui on discute et on a hâte de vous faire découvrir tout ce beau programme. Mais c'est en tout cas une délégation assez jeune puisqu'on a commencé en juillet. On a de beaux projets et on est vraiment convaincu que l'e-sport est un secteur et un phénomène qui va s'inscrire dans le long terme, qui est à la fois un phénomène d'attractivité pour les territoires sur différents billets économiques, technologiques, mais aussi sur du social. Et on se bat pour que ce secteur et ce phénomène-là puissent prendre toute sa part sur notre territoire, mais aussi en France. Merci beaucoup Lucas. Donc on voit bien comment l'e-sport finalement peut engager les jeunes, en tout cas les jeunesses de vos territoires, comment ça peut aussi potentiellement réduire certaines inégalités d'accès grâce à différentes infrastructures, aux initiatives que vous menez avec des associations ou des acteurs éducatifs au niveau local, et que en fait ça offre des pistes en termes de médiation numérique et d'éducation aux différents usages du jeu vidéo. Je vois le temps qui passe, je voudrais vraiment aller approfondir ce que vous étiez en train d'évoquer tous les deux quand même aussi sur le rôle de l'e-sport en tant que levier territorial aussi et de la manière dont l'e-sport peut s'inscrire dans des schémas culturels et sportifs d'une collectivité. Je me retourne vers vous Michel. De manière générale, comment est-ce que vous avez envisagé ou quelle forme de coopération interterritoriale, à la fois à l'échelle intercommunale mais aussi nationale, voire internationale, parce que je ne suis pas sans savoir qu'il y a quand même des discussions qui sont menées avec des villes jumelées en Afrique et Grand Paris Sud, que vous avez exploré ou que vous avez envisagé, et comment l'e-sport s'inscrit dans ces différentes dynamiques? Nous avons un partenariat historique avec Dakar et Dakar souhaite organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Le partenariat historique que nous avons avec eux s'appuyait sur plusieurs dimensions, notamment une dimension d'apprentissage, d'aisance aquatique, puisqu'il y a énormément de noyades à Dakar. Ça, c'était un premier sujet. Un deuxième sujet, c'est l'art du déplacement, ce qu'on appelle les yamakasi, dont l'origine est née à Évry. Et puis le troisième sujet qui est apparu ensuite, c'est celui du e-sport. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on était véritablement là dans un partenariat, parce que le Sénégal a beaucoup, et les pays d'Afrique subsaharienne, ont beaucoup à nous apprendre sur le e-sport, parce qu'eux-mêmes se sont mis au mobile avant d'être au filaire. Donc ils ont effectivement un autre regard, une autre expérience qui est extrêmement enrichissante pour nous. Voilà, donc c'est un sujet commun qui rapproche à la fois nos jeunesses, et encore une fois dans un esprit de partenariat qui n'est pas un esprit où il s'agit d'accompagner Dakar, mais un sujet sur lequel il peut y avoir des retombées sur notre territoire, puisque nous avons énormément de nationalités sur notre territoire qui se sentent évidemment investies et directement concernées. Donc je pense qu'il y a là effectivement matière par le e-sport à créer du lien. Et puis, j'ai échangé avec Sylvie, je me permets de le dire à l'instant, mais on a appris, vous l'avez certainement noté, que l'Arabie Saoudite abandonnait les Jeux mondiaux, je ne sais plus comment ils appellent ça, les Jeux Olympiques du e-sport. Bah, tant mieux, hein, voilà.
Mais je me dis qu'après tout, à l'échelle de l'Île-de-France, à l'échelle de la France, avec Nice, avec Montpellier peut-être, il y a capacité à organiser quelque chose de manière je dirais, à ancrer ce que chacun de nos territoires font, ce que chacune de nos régions porte, pour lui donner une dimension nationale et en tirer encore évidemment un peu plus de bénéfices. Il y a un autre sujet, je ne sais pas si ça faisait partie de la question, mais même si ça ne fait pas partie de la question, j'y réponds quand même, qui est celui qui est profondément inspirant pour les politiques, qui est celui de l'horizontalité de notre société. C'est-à-dire aujourd'hui, on peine en termes de collectivité publique, puisqu'on est dans des logiques qui sont des logiques verticales, avec des politiques publiques affectées quand on parle de culture, on parle de sport, on parle de transition écologique, bref, tout ça, on les silote les unes à côté des autres. Et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est que le e-sport et notamment les communautés qui travaillent autour du sport sont des communautés qui ont des fonctionnements très horizontaux. Alors beaucoup liés au numérique et évidemment aux réseaux sociaux, mais des fonctionnements très horizontaux. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'échelle de nos territoires, nous nous en inspirons. Donc on a, par exemple, à l'échelle d'une commune, abandonné un certain nombre, ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais une caisse des écoles pour la remplacer par une commission qui est totalement ouverte à tout le monde, aux parents, aux enseignants, etc., de manière à ce que chacun puisse s'exprimer sur tous les sujets. Donc quelque chose de totalement ouvert, totalement horizontal. C'est assez nouveau, ça n'est pas institutionnel. Et je pense qu'à l'échelle nationale, nous sommes aujourd'hui au bout d'une démocratie, d'une 5e République peut-être. Il nous faut la renouveler. Ce n'est pas si simple que ça, mais je pense que ça passe par une plus grande horizontalité. Et de ce point de vue, ce que font les influenceurs, ce que font les professionnels du e-sport et les communautés qui les accompagnent sont profondément inspirants à la fois pour nos territoires, mais aussi pour la manière dont nous devons piloter demain nos politiques publiques. Merci beaucoup Michel, c'était pas dans la question, mais vous y aviez très bien répondu. Merci beaucoup. Ça suscite en tout cas une approbation du public. Lucas, de votre côté, à la ville de Nice, vous l'avez évoqué, vous accueillez des grands événements internationaux, l'Evo dernièrement. Comment est-ce que finalement ces grands événements d'envergure, si on peut les qualifier ainsi, peuvent contribuer à la valorisation d'un territoire, en fait, finalement, de manière très concrète? Et ma question qui va de pair, c'est comment est-ce que vous l'évaluez aussi? Je pense que ça intéresse tout le monde. On sait très bien que dans le sport, on sait évaluer les GESI, les grands événements sportifs internationaux. Dans le milieu de l'e-sport, c'est un peu plus nouveau. J'ai ouï dire qu'en tout cas, ça avait été l'une des conditions sine qua non de l'accueil de l'Evo. Donc, comment est-ce que ça permet de valoriser un territoire et comment est-ce qu'on évalue cette valorisation? Premièrement, déjà, si ce genre de compétition s'installe sur un territoire comme Nice, je pense que c'est déjà que ce territoire attire en raison de sa nature déjà. On a le 2e aéroport après Paris, on a la chance d'avoir un territoire qui est connecté, on a la chance d'avoir un territoire aussi qui sait parler en termes d'expérience de grands événements. On a eu la chance d'accueillir à Nice le Tour de France, les championnats du monde d'Ironman, les Coupes du monde de rugby, enfin tout un tas d'événements déjà de cette grandeur-là, on va dire internationale. Donc finalement, quand le choix se fait, qu'on doit choisir une ville en Europe sur laquelle on va poser son doigt pour organiser un des grands événements mondiaux de l'e-sport, le choix de Nice en tout cas apparaît comme un choix sérieux. Ensuite pour nous, collectivité, forcément c'est une chance parce que ça permet de mettre en lumière notre territoire. C'est en tout cas pour l'Evo comme les autres compétitions, c'est un focus sur Nice pendant ces quelques jours où forcément au travers des réseaux sociaux, au travers des médias, on va parler de Nice et on va vivre l'expérience Evo au travers de la ville de Nice. Donc c'est celui-là aussi qui est important en termes d'attractivité. Ensuite, c'est un territoire qui aussi permet d'accueillir pendant ces quelques jours un grand nombre de participants et de spectateurs. Donc forcément, c'est positif pour nos hôtels, c'est positif pour nos restaurateurs qui ont été en tout cas très contents pendant ces quelques jours de vivre aussi l'expérience Evo. Et on a eu des très bons retours déjà de la part de ces acteurs-là locaux qui ont vraiment vu l'effet Evo où pendant 2 jours, on avait plus de 6000 participants en tout cas sur la compétition. On avait des spectateurs et des curieux qui sont venus, donc forcément ça, en termes d'attractivité pour le territoire, on a un territoire qui est dynamique et donc forcément ça génère beaucoup d'attentes mais beaucoup de positivité dans ce biais là. Et ensuite pour ce territoire forcément,
quand on a la chance d'avoir un événement comme celui-ci pendant ces quelques jours, et pour avoir pu en discuter avec les compétiteurs qui sont venus du monde entier, on a la chance d'avoir un territoire par rapport à Tokyo ou Vegas qui est forcément en tout cas plus attractif. Pour avoir discuté avec des compétiteurs, ils nous disaient le simple fait de vivre Evo ici à Nice, pour nous, en termes d'hôtel, c'est plus accessible, en termes de restaurants et de budget, c'est plus accessible. Donc finalement aussi pour nous, c'est un vrai plus. Donc finalement, quand on a tous ces ingrédients qui sont mis bout à bout, on a une recette qui est positive à la fin, où on a des gens qui vont communiquer sur cette expérience-là, qui vont valoriser le territoire et qui vont garder une expérience de cette ville en ayant vécu Evo très positive. Donc forcément pour ce territoire-là, ça a un impact puisque ça génère de la curiosité, ça génère aussi de la visibilité et donc forcément à un moment donné des gens qui vont venir voir ce qui se passe ou peut-être pour une prochaine édition et pour l'année prochaine d'en ramener beaucoup plus de monde puisqu'on a eu vraiment cet effet-là positif dans le monde de l'e-sport, des médias, etc. Ensuite en mesure d'impact, on a bien évidemment des partenariats avec les services de l'État et des ministères pour mesurer cet impact-là. On aura les premiers résultats début d'année 2026. En tout cas, nous, déjà, en termes de mesure, on a déjà pu le mesurer en tant que tel, en ayant discuté, rencontré nos acteurs-là. Le retour, il est déjà positif. On a vraiment pu mesurer d'un point de vue fréquentation, chiffre d'affaires pour nos hôtels et nos restaurateurs, on a pu mesurer cet impact-là déjà. Donc c'est un impact qui est forcément positif, qui est mesurable quand on se déplace dans la ville et il suffit de changer avec les acteurs qui ont permis aussi que cet événement puisse se dérouler de la meilleure des manières. Et puis on aura un résultat qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus tangible en début 2026 avec les études d'impact qu'on réalise avec les différents acteurs comme l'Office du tourisme, comme les acteurs ministériels et étatiques sur lesquels on va pouvoir amener vraiment de la donnée de mesure pour permettre au travers d'un questionnaire de savoir vraiment quel a été l'impact de cet événement pour cette ville pendant ces quelques jours. Merci beaucoup, on va suivre ça avec grand intérêt, en tout cas pour ma part, ça m'intéressera énormément et je pense que ça servira aussi aux autres collectivités qui voudront accueillir des événements ou en tout cas organiser des événements ou les accueillir sur leur territoire pour être capable finalement de savoir de quelle manière est-ce que ça peut être bénéfique pour valoriser ce territoire. Le temps passe très très vite mais j'aimerais quand même conclure avec vous autour d'une question très ouverte mais aujourd'hui il y a certainement des représentants de collectivités qui sont soit peut-être aujourd'hui avec nous dans la salle, soit qui se questionnent sur l'e-sport et qui suivront notre échange peut-être plus tard en rediffusion sur internet ou je ne sais pas. Mais quels seraient les conseils et les points d'alerte, de vigilance que vous aimeriez transmettre à des collègues d'autres collectivités, alors quelle que soit la taille, que ce soit une petite commune, une plus grande ville, une agglomération, une communauté de communes, voire un département ou une région, mais de votre propre expérience que vous avez vécue sur le terrain, quelles sont les difficultés peut-être que vous avez rencontrées, donc les points de vigilance et d'alerte que vous aimeriez partager et quels seraient les conseils que vous aimeriez donner. Peut-être Michel pour commencer, on finira avec Lucas. Il faut y aller. Il faut y aller parce que le numérique est un fait, c'est incontournable, donc il faut s'en emparer. Il faut y aller parce qu'il faut qu'on redonne de l'espérance à notre jeunesse, ça a été très bien dit, donc il faut y aller. Il faut y aller aussi parce que le rôle des politiques publiques n'est pas de gamifier la société, mais elle est là pour éduquer d'une certaine manière. Et donc les politiques éducatives, c'est de notre responsabilité. Et ça, nous devons nous en emparer. Nous devons nous en emparer parce que en termes de prévention, il ne s'agit pas seulement de régler je dirais, le temps où nos jeunes passent devant leur écran, mais à travers ces politiques de prévention, on touche au sport, on touche à l'alimentation, on touche tout simplement aux relations humaines, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'être seul avec un écran. Et on est dans une société où on a besoin de recréer du lien, de rassembler, de créer du lien social. Les événements, évidemment, recréent ce lien-là. C'est des ambiances absolument extraordinaires. Et enfin, moi, pour ma part, j'adore, même si je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Je vois évidemment des engouements à des moments, quand ça perd, quand ça gagne, et je trouve ça absolument extraordinaire. Et puis, en termes de prévention, on engage à faire du sport. Et faire du sport, j'ai plus les chiffres, mais si on faisait tous du sport,
En termes de prévention par rapport au budget de la sécurité sociale, en gros, c'est des écoles. Là où on met 1, on gagne 5. En termes d'alimentation, là où on met 1, on gagne 5. Donc ce qui veut dire que s'engager sur des politiques de prévention à 360 degrés en partant du jeu, mais évidemment en traitant d'autres sujets, sont évidemment extrêmement bénéfiques à la fois pour sa propre santé, mais aussi évidemment pour les financements publics. Et puis je dirais aux collectivités aussi, allez-y. Parce que ce qu'il nous faut faire, notamment en matière culturelle et sportive, c'est inventer de nouveaux modèles économiques, puisqu'on n'est plus en capacité de les tenir tout seul. Et bien, ce nouveau modèle économique, il passe aussi par le e-sport, parce que, et là j'ai l'expérience, même si en France on évalue très mal nos politiques publiques, essentiellement parce qu'on peut les évaluer sur le long terme, donc évidemment c'est un peu plus compliqué, mais en tous les cas, sur des événements, on est capable de le faire. Et je vois sur les arènes Grand Paris Sud à Évry-Courcouronnes, eh bien, quand on organise des événements, le dernier événement, c'était organisé par Riot, qui voulait utiliser la salle notamment par rapport à ses capacités numériques, ses capacités digitales. Eh bien là, on est sur des spectacles qui rapportent plus d'argent que ce que cela nous coûte, ce qui est évidemment assez exceptionnel parce qu'en général, on est dans une approche où le public doit financer le sport, le public doit financer la culture. Eh bien non, là, on est en train d'imaginer tout simplement un autre modèle économique qui permet, parce qu'aujourd'hui, il y a un modèle économique du e-sport qui est en train de naître, de pouvoir faire un peu plus, d'avoir des collectivités qui en aient des retombées et qui ainsi injectent de l'argent à la fois dans la prévention et puis peut-être aussi dans des spectacles culturels qui nécessitent, eux, d'être accompagnés. Voilà, donc pour le modèle économique, il faut y aller. On change de siècle et le e-sport tout simplement nous donne des clés, pas toutes les clés, mais enfin un certain nombre de clés. Et puis en matière de prévention, c'est notre rôle. Il y a là un levier, il faut impérativement s'en emparer. C'est un levier qui est accessible à la jeunesse, puisque ça fait partie évidemment tout simplement de leur vie quotidienne. Donc on s'en saisit, non pas encore une fois pour les accompagner, mais pour être acteur avec eux et leur donner résistance et espérance. Merci beaucoup Michel. Chaque prise de parole a des applaudissements. Lucas, même question, quel point de vigilance et quel conseil est-ce que vous donneriez à des collectivités qui souhaiteraient, en tout cas qui se questionneraient autour de l'e-sport actuellement? Michel dit il faut y aller, moi je dis il faut casser les codes, il faut casser les caricatures. Le monde évolue très vite, tu l'as dit, et c'est très juste. Et je pense qu'il faut saisir le train en marche. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. C'est un sujet qui est passionnant. C'est un sujet qui est très transversal et qui touche à beaucoup de politiques, jeunesse, culturelle, économie, insertion professionnelle, éducation. Et c'est un sujet qui est très attendu et où on est très regardé par notre jeunesse, mais aussi par tout type de public finalement, parce que l'e-sport ne touche pas que la jeunesse. Et donc il faut casser ces codes-là parce que l'e-sport et plus largement le jeu vidéo bénéficie peut-être d'une image un peu négative pour certaines personnes qui ne connaissent pas. Et je pense qu'il faut casser cette caricature-là, il faut casser cette négativité-là et expliquer aux gens tous les bienfaits et tout le positif autour de l'e-sport. On a donné plein d'exemples et Michel aussi sur l'éducation, sur la formation, sur la jeunesse, etc. Mais typiquement, concrètement, pour une ville comme Nice, le simple fait d'avoir attiré des nouvelles écoles comme l'ISART ou comme l'école 42 ou comme ces écoles-là qui placent le numérique et qui placent le jeu vidéo au cœur d'un cycle de formation important, a simplement ramené aussi des jeunes dans ce territoire-là, dans cette collectivité-là, parce que c'est une collectivité qui s'est saisie de ces enjeux et qui est dans son temps. Donc c'est très important et je pense qu'il faut l'accompagner, il faut le développer et c'est un sujet qui sera tout aussi important et transversal pour l'avenir et je pense que c'est ce qui fera la différence pour les collectivités ou les territoires qui s'en sont saisis et qui prendront ce train d'avance par rapport aux autres. Merci beaucoup. L'e-sport, donc terrain d'avenir. Aux collectivités finalement de le rendre fertile, inclusif et durable. C'est la balle est dans leur camp. Je vous remercie énormément, très chaleureusement, Michel Bisson, Lucas Magliolo. Je vous invite encore une nouvelle fois à les applaudir pour la qualité de vos interventions.